Je reçois dans quelques instants dans Bouge la France deux invités de marque. Tout d'abord Arlette Léguillet et ensuite Xavier Bertrand. Avec eux et l'ensemble des chroniqueurs de l'émission, nous allons évoquer la crise automobile, la gauche, l'extrême gauche, le PS, Ségolène Royal bien sûr. Nous parlons de la retraite à 70 ans et nous évoquerons également en fin d'émission, ça n'a rien à voir avec la politique, le cirque qui est en train de changer d'âme. Il n'y a plus d'animaux dans les cirques. Voilà, dans quelques instants, Bouge la France, tout de suite le journal Valérie Arrogec. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La guerre des nerfs au Parti Socialiste. À 2 jours du congrès de Reims, Ségolène Royal fait durer le suspense. Elle n'a toujours pas annoncé sa candidature au poste de premier secrétaire. Mais ce soir, la présidente de la région Poitou-Charentes reconnaît en avoir envie. Je vais vous dire très franchement, c'est vrai que j'en ai envie. Et pourtant, on a souvent dit que je n'étais pas une femme d'appareil, que je n'étais pas faite pour cela. C'est vrai. Je ne suis pas une femme d'appareil au sens où je préfère le contact populaire avec les gens que le contact avec les appareils partisans. Mais je considère aujourd'hui que nous vivons une époque historique avec un tournant majeur dans le modèle de société que nous avons à faire émerger face à la crise financière. Et en même temps, je n'ai jamais fait de ma candidature un préalable au rassemblement et à l'unité des socialistes. Voilà, la majorité sénatoriale à l'Élysée. Nicolas Sarkozy a tenu à recevoir les sénateurs à déjeuner. Au menu des discussions, la réforme des collectivités territoriales et bien sûr le futur sommet du G20. Sachez d'ailleurs à propos de ce sommet que Barack Obama a nommé 2 représentants pour assister aux rencontres. Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État de Bill Clinton, et Jim Leach, un ancien parlementaire républicain. La mauvaise conjoncture creuse le déficit de la sécurité sociale, initialement prévu à 8,6 milliards pour 2009. Le trou de la Sécu va atteindre 10 milliards et demi d'euros. Déclaration d'Éric Woerth aujourd'hui au Sénat. Reportage Fabrice Cunet. Quel sera le déficit du budget santé? À chaque projet de loi de finances de la sécurité sociale, la même question et un même casse-tête. 8,9 milliards pour 2008, 8,6 milliards pour 2009. Mais c'était avant la crise financière. Cela nous conduit donc de manière totalement transparente à afficher des déficits plus importants. Nous n'abandonnons pas, et plus que jamais, nous n'abandonnons pas la maîtrise structurelle des dépenses en vue du retour à l'équilibre. Le déficit pourrait finalement atteindre les 10 milliards d'euros. Mais avec ou sans crise, les politiques successives ont tout juste permis de limiter l'hémorragie. L'équilibre attendra. Bon, je crois qu'on va sur un échec des 2 lois, de la loi Fillon sur les retraites. Bon, on avait dit qu'elle n'était pas financée, ça se confirme. Aujourd'hui, le déficit de la branche retraite est plus important que le déficit de la branche maladie. Et puis, l'autre échec, c'est la loi Douste-Blazy, et ce qui s'en est suivi sur la maîtrise médicalisée. Ce constat d'échec n'est pas partagé par la majorité présidentielle, qui sort sa calculatrice. Si nous n'avions rien fait, le déficit au niveau de la sécurité sociale serait de 15 milliards d'euros à la fin de l'année 2009. Or, nous atteindrons un déficit de l'ordre de 8 à 9 milliards d'euros, c'est-à-dire de 50% inférieur à celui qui aurait été attendu si rien n'avait été fait. L'objectif d'un budget santé à l'équilibre pour 2012 est maintenu, car on assure au sein du gouvernement qu'un nouveau plan aura produit ses effets d'ici là. Le projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire de Roselyne Bachelot. Voilà, Pierre Silède recevra après ce journal le ministre du Travail, Xavier Bertrand. Le gouvernement débloque 250 millions d'euros pour les agriculteurs. Des éleveurs en colère ont d'ailleurs investi les bureaux de la délégation européenne à Paris. La profession traverse en effet une grave crise. Les revenus des agriculteurs devraient fondre de 10% en moyenne cette année. Reportage dans une exploitation de Seine-et-Marne, Nicolas Béard. Brice Vectin est éleveur depuis plus de 20 ans. Dans le métier, il n'est pas le plus à plaindre, mais tout de même, d'un côté, 700 000 euros d'investissement pour sa bergerie, mais de l'autre, seulement 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Comme l'ensemble du secteur, Brice a parfois du mal à garder la tête hors de l'eau. Le coût de la vie augmente pour les agriculteurs comme pour le restant de la population. Mais nos produits ne suivent pas l'inflation et on ne peut plus. Nous, en agriculture, on est les rois de la croissance zéro. On sait faire au même prix depuis 20 ans et il y a un moment, on n'arrive plus. Ici, 2000 agneaux voient le jour chaque année.
Les 3/4 de sa production sont achetés par la grande distribution, 150 agneaux par mois payés 5 € le kilo. Mais dans une économie globalisée, la concurrence de pays comme la Nouvelle-Zélande est parfois dure. Ils nous amènent des agneaux à 2 €, 2,50 € le kilo, moitié moins cher que ce que nous on sait faire, quoi. Et à ces prix-là, il n'y a aucun moutonnier français qui peut résister. Michel Barnier a promis un véritable plan d'urgence pour l'agriculture, et particulièrement pour les éleveurs ovins. Allègement d'emprunts, subventions ou encore report de paiement, peut-être de quoi croire en l'avenir. Un nouvel incident à la SNCF, un TER a heurté des blocs de béton posés sur les rails. Pour l'instant, aucun lien avec les sabotages du week-end dernier. L'enquête, elle, progresse. 10 personnes sont toujours en garde à vue ce soir. Elles appartiendraient à la mouvance ultra-gauche. C'est un reportage de Flora Sauvage. À ne pas confondre avec l'extrême gauche, la mouvance de l'ultra-gauche est en train de vivre un regain d'activité. Cette mouvance qui existait déjà depuis dans les années 70, avait disparu. Et depuis les années 90, fin des années 90, mobilisation intermondialiste, mobilisation contre les G8, marquée par exemple, les interventions des Black Blocs, qui sont des organisations un peu violentes, anarchistes. Le mouvement autonome et le mouvement anarcho-autonome, des anarchistes et des autonomes, se redéveloppent avec de nouvelles générations. Lucio est un militant anarchiste de la première heure. Il porte un regard plutôt sévère sur les actions de sabotage entreprises contre la SNCF par une mouvance de l'ultra-gauche. Je ne sais pas quelle est leur motivation. Pour moi, je vous dis, je vois beaucoup de monde ici, et pour moi, je ne suis pas pour la violence, je ne suis pas pour certaines choses. Et surtout dans des histoires, s'il y avait le danger que les trains pouvaient dérailler ou des choses comme ça c'est pas bon. Aujourd'hui, la mouvance autonome regrouperait en France quelques centaines de personnes âgées pour la plupart entre 20 et 35 ans. Que le corpus général sur lequel s'appuient ces groupes est resté le même qu'il y a une vingtaine d'années. Alors évidemment, aujourd'hui, la politique sécuritaire qui a été développée depuis quelques années avant Sarkozy et maintenant sous Sarkozy, évidemment, ne fait que attiser les haines. La secrétaire nationale du Parti communiste, Marie-Georges Buffet, a condamné les actes de sabotage contre la SNCF. Olivier Besancenot de la LCR a pris ses distances sans condamner ces actes. J'ajoute concernant la SNCF que la CFDT appelle ce soir à une grève reconductible à partir de mardi prochain. Et puis par ailleurs, Air France prévoit des perturbations très importantes ce week-end du fait d'une grève des pilotes. Comptez un vol sur 2 vendredi. C'est un Noël de crise qui se profile pour les Français. Ils devraient réduire de 6% leur budget fête cette année. Seuls les cadeaux pour les enfants ne devraient pas souffrir de la morosité ambiante. Voilà, et on termine avec la libération des otages. Après 12 jours de captivité au Cameroun, les 7 Français et le Tunisien sont arrivés aujourd'hui à Roissy. Ils ont été accueillis par la secrétaire d'État aux droits de l'homme Ramayad. Selon les autorités, aucune rançon n'aurait été versée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. Pierre Sled et Bouge la France qui balayent ce soir une actualité vaste avec la valse-hésitation de Ségolène Royal, la retraite de 7 à 77 ans et des actes de marque, le ministre du Travail, Xavier Bertrand, la porte-parole de lutte ouvrière Arlette Laguier. Et tout de suite, et toujours en direct, Jean-Louis Gombault. L'économie, c'est la très mauvaise passe de l'industrie automobile. Une industrie qui n'a plus ce soir que les cieux pour pleurer. Bonsoir à tous, je ne sais pas qui a fait ce jeu de mots, mais enfin bon, c'est vrai qu'un marasme est général. Bonsoir Jean-Louis. Dans l'automobile en France, on a des constructeurs qui mettent au chômage partiel, au chômage technique, comme l'on dit, à la fois leurs salariés, mais aussi les fournisseurs. Et puis aux USA, avec General Motors, qui est quand même au bord de la faillite, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est amené à se poser la question, est-ce que cette crise, elle arrive, c'est une crise économique, ou est-ce qu'elle vient, elle a un rapport avec la crise financière qu'on connaît déjà depuis plusieurs mois? Elle a un rapport.
Il y a un rapport entre les deux, et ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a quelques mois, on disait bon, nous sommes devant une crise immobilière, puis après on a dit on est devant une crise financière, et maintenant on constate qu'on est dans une crise automobile, et en réalité la crise rentre dans l'économie réelle par le chemin de l'automobile. Et c'est ça qui est inquiétant. Et il y a une relation entre les deux tout simplement parce que les constructeurs disent les banques ne veulent plus nous prêter d'argent, donc on ne peut plus investir, donc c'est bloqué. Par ailleurs, nous-mêmes, comme nous avons du mal à vendre, nous avons des problèmes de trésorerie et nous avons du mal à monter des crédits pour nos futurs clients, ce qui entretient la baisse de la demande. Et effectivement, les chiffres montrent, alors avec un aspect un peu catastrophique quand même aux États-Unis, où la demande baisse de 30% sur l'année, ce qui est absolument considérable. Avec alors, le mois de septembre et d'octobre catastrophiques. Exactement, des mois d'octobre, septembre catastrophiques. En Europe, il y a une accélération. On a l'impression qu'on prend la crise avec quelques mois de retard, puisqu'au début de l'année, disons, ça baissait de l'ordre de 4%, et maintenant on est sur un rythme de 8%. Si vous voulez, en 2008, en Europe, on aura vendu 1 million de voitures en moins qu'en 2007. Aux États-Unis, on aura vendu 3 millions de voitures en moins qu'en 2007. Alors quelles sont les causes de cet effondrement de la demande, mis à part le fait qu'on a du mal à faire des crédits aux clients? C'est que d'abord il y a un problème de revenus, de demande globale, de consommation, et puis il y a peut-être aussi un rapport différent des consommateurs vis-à-vis de l'automobile. C'est-à-dire qu'on changerait de société, ce qui fait qu'on a une double crise vis-à-vis de l'automobile. Les États-Unis sont en train de prendre une direction pour débloquer 20 milliards de dollars pour le secteur automobile. En France, notre secteur automobile, à nous, il en demande le plus du double, c'est 40 milliards, mais d'euros, cette fois. D'euros, c'est quand même beaucoup plus important. Ça veut dire que la crise, elle est plus aiguë chez nous, que 2 fois plus aiguë, en l'occurrence, qu'aux États-Unis? Alors, il y a une différence, c'est que nous, bon, pour l'instant, c'est une demande des constructeurs. Alors, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus avancé. Alors, Barack Obama a dit à Bush, il faut que vous débloquiez ces 25 milliards avant que je n'arrive au pouvoir, parce que la situation est tellement catastrophique qu'il faut agir tout de suite. Je signale qu'entre les demandes des constructeurs européens et les demandes des constructeurs américains, ça va du simple au double, parce que 40 milliards d'euros, c'est à peu près 50 milliards de dollars, 25 milliards de dollars d'un côté, 50 milliards de dollars de l'autre. Alors effectivement, on pourrait croire que la crise est beaucoup plus grave chez nous que chez eux. Disons quand même qu'aux États-Unis, vous avez 3 constructeurs, on se demande d'ailleurs s'il y en a encore 3, s'il n'y en a pas 2,5, voire 2, enfin bon bref, alors qu'en Europe, vous avez 6 constructeurs. Et la crise est quand même grave, parce que effectivement, on est focalisé sur General Motors avec, par exemple, la chute du cours de bourse de 80% depuis janvier. Oui. Mais si vous prenez les cours de bourse de Renault, de PSA, de Volkswagen, de Daimler, c'est une amputation des 2 tiers. Il n'y a que Fiat qui se trouve pas trop mal, avec une amputation simplement de 30% de son cours de bourse. Donc vous avez une situation extrêmement fragile des constructeurs européens. Et enfin, évidemment, là pour l'instant, c'est une demande. Et comme de toute façon, en face, il n'y a pas d'argent, il y a une demande et peut-être qu'ils se disent on va demander 40 milliards, on n'en aura peut-être que 20 si vous voulez. Et ce sera déjà pas mal. Repos de bourse, je suis en train de regarder les cours de Wall Street qui viennent de tomber. Moins 4,62 pour le Dow Jones et moins 5,06 pour le Nasdaq. Donc ça ne doit pas être terrible pour les cours des constructeurs automobiles. Comment il faut utiliser ces subventions pour les rendre efficaces? Parce qu'une fois qu'on s'est débloqué, c'est bien, mais il faut en faire quelque chose. Alors ça, moi je pense que c'est une question extrêmement grave. Parce que regardez bien, les Américains vont débloquer 25 milliards de dollars. C'est pratiquement fait. Mais normalement, les règles de l'Organisation mondiale du commerce interdisent de genre de subventions, ou du moins, pour les obtenir, il faut avoir un aval, un accord de l'Organisation mondiale du commerce. En Europe, regardez, 40 milliards d'euros. Si jamais c'est débloqué quelque part, peu importe que ce soit 40 ou que ce soit 20, l'Europe qui a déjà mis de l'eau dans son vin sur l'équilibre budgétaire, comme c'est la crise, on peut aller au-dessus de 3%, donc violation du traité de Maastricht, qui a mis de l'eau dans son vin sur l'aide aux banques, alors que c'est proprement interdit de subventionner des banques en perdition dans le système européen. Et elle va en remettre encore une couche, si je puis dire, avec la subvention aux constructeurs automobiles. Donc cette crise où on dit qu'il faut de plus en plus de régulation, on s'aperçoit pour s'en sortir, on est obligé de respecter de moins en moins les régulations. Comment est-ce qu'on peut sauver les apparences? Peut-être justement s'interrogeant sur comment utiliser cet argent, peut-être justement au lieu de faire de la subvention pure, dire on va faire plus des voitures écologiques, c'est-à-dire le faire dans l'idée, non pas... On investit dans l'avenir. Dans l'avenir, etc. Seulement,
qu'est-ce qui va vous démontrer que vous mettez que c'est vraiment de l'écologie ou c'est vraiment de la subvention? Et que c'est efficace. Merci beaucoup. Je reçois maintenant Arlette Laguillet qui va parler dans cette émission de tous les problèmes et de toute l'actualité que nous vivons. Figure de proue d'une génération et d'un courant de l'extrême gauche française, elle est ce soir sur le plateau de Pierre Slay dans ces temps de crise. Arlette Laguillet observe toujours avec attention l'évolution de la gauche française. Arlette Laguillet ce soir en direct dans Bouge la France. Bonsoir Arlette Laguillet, on est ravis de vous recevoir dans Bouge la France. On va avec vous passer en revue l'actualité, à commencer par celle de ce soir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le 20h de TF1. Ségolène Royal qui a prononcé une phrase sur sa future envie de prendre éventuellement, c'était un peu alambiqué, les rênes du Parti Socialiste. Est-ce que c'est une bonne chose pour la gauche voilà, qu'il y ait toute cette discussion actuellement de manière générale? Écoutez, moi je ne suis pas au Parti Socialiste, non, mais ils sont manifestement plusieurs à vouloir prendre la tête du Parti Socialiste. Sincèrement, si vous arrivez à voir les différences entre Ségolène Royal, Martine Aubry, Bertrand Delanoë ou Monsieur Hamon, je vous admirerais parce que franchement, moi, je les vois pas. Donc, je regarde ça en spectatrice, mais en pensant que c'est aux militants du Parti Socialiste, eux, d'essayer d'y voir clair et d'élire la personne qui leur paraît la plus apte. Néanmoins, la stratégie, de manière générale, de l'extrême gauche, est-ce qu'elle dépend pas un petit peu du positionnement du PS? On dit que ce PS, soit il va aller vers le centre, soit autour de Benoît Hamon, il peut se rapprocher de vous. Est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Bon, je crois que le PS n'a pas d'intention de se rapprocher de Lutte ouvrière, en tout cas. Non, mais d'un front anticapitaliste, de manière générale? Je pense que il y a en réalité, ce qui nous motive, nous, c'est pas du tout ce qui se passe au Parti Socialiste aujourd'hui. Ce qui nous motive, c'est ce qui se passe dans le monde du travail, dans la classe ouvrière. C'est, vous en avez parlé, c'est les intérimaires déjà licenciés par milliers dans l'automobile, parce que eux, ils sont bien dehors. Pour l'instant, les autres sont en chômage technique, en chômage partiel, mais eux sont dehors. Donc c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, bien plus que cette petite guerre entre les chefs du Parti Socialiste. Et je crois d'ailleurs que pour la majorité de la population, la préoccupation, c'est la crise, c'est l'argent, ces centaines de milliards d'euros qu'on donne aux banques alors qu'on voit bien qu'elles ont du mal justement à faire leur métier de banquier, c'est-à-dire à prêter non seulement aux particuliers pour acheter un logement ou pour finir les fins de mois, mais aussi on le voit maintenant les artisans, les petits patrons de petites entreprises qui se plaignent justement parce que on a donné cet argent aux banques, mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle de l'État, il n'y a aucun contrôle. Donc moi, ce que je pense qu'il faudrait dans une période comme ça, c'est nationaliser les banques, mais sans indemnité ni rachat, faire une banque unique qui serve vraiment à développer l'économie, c'est-à-dire cette économie productive et pas cette économie financière qui nous a amenés au marasme qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays, aux États-Unis évidemment, puisque ça a démarré de là, mais dans le monde entier aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est un petit peu le chemin qu'ils ont pris avec certaines banques justement, de revenir sur des nationalisations partielles. Enfin, vous savez, l'idéologie des dirigeants des trusts américains qui en réalité dirigent les États-Unis a pas changé. Et on voit bien que l'argent qui a été donné d'ailleurs à certaines banques aux États-Unis, et ça sera sans doute pareil en Europe, va plus servir à racheter d'ailleurs d'autres banques en difficulté pour encore être plus puissants, plutôt que aider justement à l'économie productive. Alors justement, l'économie productive, on parlait il y a quelques instants et on va en parler encore tout à l'heure du marché automobile qui est en crise actuellement. Vous avez évoqué le chômage technique, le chômage partiel. Mais est-ce que vous avez une solution alors qu'il n'y a plus de demande, alors que les voitures sont moins achetées? Écoutez, d'abord, si les voitures sont moins achetées, c'est parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, un problème de crédit aussi moins facile. Et en réalité, les constructeurs automobiles sont en train d'anticiper parce qu'ils sont extrêmement pessimistes sur l'avenir. Et donc, de ce point de vue-là, ils essayent en ce moment, puisqu'il y a des stocks, de mettre les travailleurs au chômage technique. Mais moi, je pense que toutes ces grandes entreprises de l'automobile ont fait
des milliards de profits pendant des années et des années. Donc c'est à eux de payer maintenant? Et je pense que c'est à eux de payer, que c'est à prendre sur les profits et pas à ce que ce soit une nouvelle fois les travailleurs de l'automobile qui payent pour cette crise dont ils ne sont responsables en rien. Alors la crise, elle vient, on l'a dit tout à l'heure, aussi des États-Unis, parce que c'est quand même lié. Et même d'ailleurs, il y a des sites qui sont en France touchés, des sites de General Motors, de Ford, je crois, à Bordeaux. À Bordeaux. Est-ce que vous pensez que dans ce domaine, Obama fera mieux que Bush? Je pense que c'est sûrement une satisfaction pour les Noirs américains d'avoir un Noir à la tête du pays. Mais je pense, et on l'a vu avec le financement qui a été très important de la part de Wall Street ou de la part des grands trusts américains en faveur d'Obama, que Obama mènera la politique que veulent les grands groupes, les grands trusts américains. Donc de ce point de vue-là, malheureusement, je dirais, même s'il y a pu y avoir une petite satisfaction par rapport aux problèmes noirs, malheureusement, le problème, par exemple, de la misère dans les ghettos noirs va subsister si les Noirs, qui sont souvent d'ailleurs les travailleurs au bas de l'échelle ou les travailleurs, justement, dans l'industrie automobile à Détroit, il y en a beaucoup, ne se battent pas comme ici. Je reviens à l'extrême gauche parce que c'est lié avec la crise actuelle. Est-ce que dans ce contexte actuel que nous vivons, difficile, est-ce que justement les idées de l'extrême gauche ne sont pas propices à être mises en avant? Est-ce que l'extrême gauche n'a pas une occasion formidable de se rassembler? On a vu que la LCR avait commencé une reformation. Est-ce que vous, votre rôle maintenant, c'est enfin qu'on comprenne pourquoi il y a deux extrêmes gauches, pourquoi vous ne ressemblez pas? Bah, regardez, même dans un seul parti, le Parti socialiste, combien... C'est pour ça que je le laisse à part. Combien c'est pas simple. On sent bien qu'il y a cette idée-là, même au PS. L'extrême gauche, oui, est divisée depuis longtemps en plusieurs courants. Et c'est pas parce qu'il y a la crise que ça règle le problème du fait qu'il y a des organisations différentes avec des projets politiques différents. On vous a vu récemment au procès d'Olivier Besancenot, le procès Taser. Vous étiez là. Est-ce que ça a une signification politique? D'abord, je trouve absolument anormal, indigne qu'un dirigeant politique, ce qu'est Olivier Besancenot, n'ait pas le droit d'émettre des doutes sur la dangerosité du taser sans être attaqué par le patron qui fabrique ces armes qui, pour moi, présentent une dangerosité. Donc oui, ça me paraissait tout à fait naturel. C'est pas parce qu'on a des divergences que lorsque l'un est attaqué de façon honteuse, on n'est pas là pour se défendre mutuellement. Donc ça me paraît tout à fait naturel. Dans le prochain Paris Match, qui va sortir donc demain, il y a le traditionnel sondage IFOP sur les personnalités politiques les plus populaires. Alors devant, il y a l'indétrônable Kouchner, suivi de Delanoë qui est pas loin, Dominique Strauss-Kahn, et vous arrivez très très haut. Vous êtes même devant Martine Aubry et très loin devant Ségolène Royal. Quel sens ça revêt pour vous? Écoutez, le sens que même si les idées des militants comme nous, communistes révolutionnaires, restent repris par une minorité dans l'opinion, je crois que nous bénéficions quand même du fait que, oui, nous avons toujours défendu les mêmes idées, que nous sommes toujours là pour la défense des intérêts du monde du travail, que nous n'avons jamais dit que la classe ouvrière n'existait plus, parce que justement, nos militants, ils y sont dans la classe ouvrière et qu'on sait qu'elle existe et que c'est elle qui souffre en premier lieu, que la lutte des classes existe. Et ça, même quand on ne nous suit pas jusqu'au bout, je pense qu'on nous est aussi reconnaissant d'exister, ne serait-ce que pour rappeler ces vérités fondamentales qui sont qu'il y a bien deux classes sociales antagonistes dans cette société, deux classes principales antagonistes. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle 6 fois. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis la première fois en politique? Quand vous observez aujourd'hui les nouvelles générations qui arrivent, la façon dont on fait de la politique? Je crois d'abord qu'on est dans une période où la crise est là. La crise est là et elle est grave, cette crise. Elle n'est pas seulement financière, elle est économique. Et je crois que, comme jamais, on a besoin d'une perspective. Et pour moi, cette perspective, c'est une perspective révolutionnaire. C'est changer
fondamentalement la société et l'économie. Et je crois que c'est une période où nous devons défendre ces idées-là. Parce que nous sommes des militants qui savons que ce qui s'apparente aujourd'hui à la crise d'aujourd'hui, c'est la crise de 1929, avec toutes ces suites qu'on a connues et qui a abouti à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'on soit capable, nous le monde du travail, de se mobiliser pour changer en profondeur cette société. Je crois que c'est vraiment l'objectif de l'heure. Et pour 2012, pour l'élection présidentielle de 2012, est-ce que vous resterez mobilisé donc? Moi personnellement, oui. Lutte ouvrière aura un candidat ou une candidate, mais je l'ai dit depuis 2007, ce ne sera pas moi évidemment. Place aux jeunes générations. Est-ce que ça pourrait être un Besancenot, par exemple? Besancenot, lui, il a pris une autre orientation qui est de dire que la LCR va se dissoudre dans un nouveau parti dont on ne sait pas trop le nom d'ailleurs aujourd'hui. Oui, ça s'appelle anticapitaliste, quoi. Oui, mais on ne sait pas encore. C'est pas le nom définitif. On ne sait pas ni son nom, ni son programme, ni ce qu'il veut exactement. Bon, vous n'allez pas me paxer avec un parti qui n'existe pas. Attendons de voir ce que ce parti va être réellement. Très bien, merci beaucoup Arlette Laguillet. Vous avez déclaré que vous étiez toujours un petit peu inquiète avant une émission de télévision, ça va? Ça s'est bien passé? Ça va, à part le rhume, ça va. Merci beaucoup en tout cas, merci d'être venue Arlette Laguillet. On va parler toujours de chômage partiel et de chômage technique, mais du point de vue du droit avec Sabine Cordès. La crise qui affecte désormais l'économie réelle avec ici et là les premières mesures de chômage partiel. Quand ce n'est pas des vagues de licenciements, des situations nouvelles qui exigent d'en connaître tous les rouages juridiques. Sur Public Sénat, le droit devient limpide. Notre chroniqueuse Sabine Cordès nous éclaire ce soir sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Sabine. Bonsoir Pierre. Alors on continue sur la lancée de l'automobile, parce que c'est ça qui est le prétexte, qui nous fait parler du chômage partiel, du chômage technique, des droits et des obligations des chefs d'entreprise en particulier. On a vu que non seulement il y avait les constructeurs, Peugeot, Renault, mais aussi les fournisseurs, ArcelorMittal également. Donc on parle de chômage technique et de partiel. En fait, on ne sait pas trop exactement où est la frontière. Qu'est-ce que le chômage partiel ? Alors, le chômage partiel, c'est une mesure qui a pour but, et qui est toujours le même but depuis 2001, de préserver l'emploi, tout en permettant deux choses. Soit la réduction du temps de travail des salariés, soit la fermeture exceptionnelle et pour une durée limitée de l'entreprise. Je veux dire par là qu'il y a deux chômages partiels. Il y a un chômage temporaire total, il est temporaire. L'entreprise fermera pendant 2 semaines pour des raisons, par exemple, d'approvisionnement, de manque de matériaux, de manque de financement pendant 2 semaines. Il peut y avoir 2 semaines de carence dans le relais, ou il peut y avoir une réduction du temps de travail des salariés en dessous de la base légale de 35 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les salaires, c'est compensé, ça. Alors, les salaires sont maintenus, ils vont être payés moins, et tout ce qui ne sera pas travaillé sera compensé par ce qui s'appelle une allocation spécifique. D'accord. Alors cette allocation spécifique compensatoire, est-ce qu'elle reprend la totalité du salaire? C'est-à-dire que chômage partiel ou pas chômage du tout, est-ce que le salarié gagne la même chose? Alors, elle est censée reprendre évidemment le salaire du salarié en totalité et en tout cas de compenser le delta entre le travail effectivement effectué et le travail qui aurait dû être payé normalement. Mais alors, cette allocation, elle a quoi comme but? Elle a comme but de maintenir l'emploi, toujours. Donc, il y a 3 conditions, pour cette allocation. La première condition, c'est que la réduction du temps de travail soit en deçà de la base légale de 35 heures ou 39 heures en fonction des branches d'activité. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que ce doit être une mesure provisoire, elle doit être exceptionnelle, elle doit s'adapter, si vous voulez, à un cas particulier, par exemple la crise économique qu'on connaît actuellement. Il peut y avoir une baisse du temps de travail dans certaines entreprises par branche d'activité et ça, l'allocation spécifique aura vocation à s'appliquer. Et la troisième condition, c'est que pour éviter de se débarrasser d'un salarié sous couvert d'allocation spéciale et de chômage partiel, ça doit être une mesure qui s'adresse simplement à une mesure collective, c'est-à-dire qu'on fait un chômage
chômage collectif pour une durée déterminée ou une réduction du temps de travail collectif. Et le chômage partiel, ça peut durer combien de temps? Jusqu'à quand ça reste du chômage partiel et plus du chômage total? Alors, ça reste du chômage partiel tant qu'il y a une réduction du temps de travail. Quand le chômage partiel est un arrêt de l'activité, il ne sera que partiel que s'il est temporaire pour une durée inférieure ou égale à 4 mois. Étant entendu que la direction du travail a un droit de regard et même une obligation de regard quand il s'agit de l'arrêt de l'entreprise pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 4 mois, il doit y avoir un accord du préfet. S'il n'y a pas d'accord de préfet, il n'y aura pas de versement à l'entreprise de l'allocation spécifique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salarié percevra son salaire et que l'allocation spécifique est payée par l'entreprise. Quel est l'avantage? C'est qu'il n'y aura pas de taxe ni de charges sociales sur cette allocation spécifique. Et ensuite, l'entreprise demandera le remboursement par l'État. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'accord préalable de l'État. Mais ça, c'est tout bénef pour l'entreprise. Il n'y a pas trop de fraude dans les faits? Dans les faits, il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas des licenciements déguisés. Effectivement, la Cour de cassation s'est déjà prononcée à de nombreuses reprises. Il ne faut pas que ce soit une mesure particulière. Il ne faut pas que ça excède 4 mois parce que sinon, ça s'apparente ni plus ni moins à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et le Conseil des prud'hommes a eu à se pencher sur la question de chômage partiel temporaire ou de chômage temporaire qui était total pour une durée supérieure à 4 mois, qui était en réalité des licenciements déguisés. Merci beaucoup Sabine. On va justement poser la question à finalement est-ce qu'il y a des fraudes ou pas. Xavier Bertrand va être parfaitement capable de nous répondre. Exactement. Il arrive. La retraite à 70 ans, le Sénat a entamé ce soir l'examen de ce texte très controversé qui permettrait de travailler au-delà de l'âge légal. Au nom du gouvernement, Xavier Bertrand défend la mesure. Le ministre du Travail et des Relations sociales et ce soir, l'invité de Bouge la France. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir Pierre Sled. Vous avez entendu la chronique de Sabine Cordes. Il n'y a pas trop de fraude auprès des entreprises sur ces remboursements, ces allocations supplémentaires? Je vais vous faire une confidence, j'ai pas entendu la chronique parce que j'étais avec certains de vos invités en train de débattre justement de la question de la mise à la retraite d'office. D'accord. Alors la mise à la retraite d'office, elle nous est donnée par un sondage de l'IFOP qui est sorti. 2 tiers des Français estiment que la possibilité de travailler jusqu'à 70 ans, c'est plutôt une mauvaise chose. Alors c'est une erreur de communication de votre part ou c'est une mauvaise appréciation philosophique de ce que pourraient penser les Français? Vous savez ce que les Français comprennent avec ce sondage? D'ailleurs, c'est présenté comme tel bien souvent. La retraite à 70 ans, je vais vous faire une confidence, moi aussi je suis contre la retraite à 70 ans. Parce que la retraite, c'est 60 ans. Et ça ne change pas, et ça ne bouge pas. La seule chose, c'est qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. À 65 ans, aujourd'hui, vous êtes fichu ou pas? Bien sûr que non. Et à 65 ans, aujourd'hui, même si vous n'êtes pas fichu, votre entreprise peut vous mettre dehors d'office. Que vous ayez envie de continuer votre activité ou pas, on peut vous pousser vers la sortie. Nous sommes dans une société où on vit de plus en plus longtemps, et seulement on ne veut pas le reconnaître. Et puis bon, il y a quand même des cas qui ont défrayé la chronique. Le professeur Montagnier Guiroux. À l'époque, le scandale. Professeur Montagnier, trop vieux pour exercer en France, mais toujours assez jeune pour exercer aux États-Unis avec un prix Nobel à la clé. Mais en France, on ne pouvait pas le garder. Guiroux, l'an dernier, vous aimez le foot, vous aimez le sport, Guiroux, l'an dernier, ne pouvait pas entraîner un club. Trop vieux pour ça. Non, je crois qu'il faut aussi regarder les choses. On doit faire bouger un certain nombre de règles. La retraite reste à 60 ans. On ne touche à aucun des éléments légaux, aucune des incidences financières. Seulement, vous voulez continuer, eh bien, vous pourrez. Vous pourrez. Mais alors, bon, le but de l'opération, c'est quand même de limiter les cotisations. Effectivement, si les gens veulent continuer à travailler, pendant ce temps-là, on n'a pas payé leurs cotisations de retraite. C'est leur choix. C'est leur choix. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr que ça va intéresser beaucoup de Français? Franchement, à partir du moment où ça en intéresse quelques-uns, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que nous n'enlevons rien du tout à ceux qui veulent partir à 60 ans. Mais ceux qui veulent continuer, je ne vois pas pourquoi on les en empêcherait. Mais ce qu'il faut bien aussi regarder, c'est qu'il n'y a pas la même retraite pour tout le monde. Le parcours par rapport à la retraite, une carrière, c'est différent. Donc ce qu'il faut, c'est bien avoir un âge légal à 60 ans. Mais je vais vous dire, dans d'autres circonstances, il faut même pouvoir partir avant 60 ans. Le cas des carrières longues, celles et ceux qui ont commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans et à 16 ans, faut les laisser partir avant 60 ans. C'est le cas. Oui. La pénibilité, il va falloir intégrer la pénibilité, justement. La pénibilité, par exemple, c'est un sujet que j'ai repris parce qu'il y avait des discussions qui n'ont pas abouti. Parce que la pénibilité, si vous avez vraiment eu un métier pénible, qui a des conséquences sur votre état de santé, mais à 60 ans, vous êtes cassé depuis bien longtemps.
Et là, il faut trouver justement les solutions. Donc, vous voyez, les carrières longues partir avant 60 ans, la pénibilité donner aussi cette possibilité, mais pour ceux qui peuvent, qui veulent rester, ne pas les mettre dehors systématiquement. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que vous n'allez pas instaurer une façon de négocier de la part du salarié vis-à-vis de son entreprise? Imaginez-moi, j'ai cotisé 41 ans, je dois être à la retraite, j'ai envie d'aller à la retraite, mais bon, soit je serre la main, on se quitte bons amis avec mon patron, soit je dis, mais moi je reste très bien quelques années de plus, mon patron il veut pas. Je dis, ben moi je peux m'en aller, il faut me donner un petit bon de sortie, donc c'est un petit bonus supplémentaire. Il va y avoir des négociations, c'est les entreprises qui vont payer. Comment ça se passe quand vous partez à la retraite? Ben normalement, il y a une indemnité. Il y a une indemnité pour le départ à la retraite. Et dans de nombreuses branches, il y a ce qu'on appelle les indemnités de fin de carrière. Ça existe avec la retraite. Et en plus, ne l'oublions pas, le système actuel, c'est que la mise à la retraite d'office se fait aussi à 65 ans. Donc vous voyez qu'il y a juste eu cette volonté des parlementaires de fixer une limite à 70 ans, parce que pour être très franc, dans le document d'orientation que j'ai transmis à tous les partenaires sociaux, à tous les groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat, le 28 avril, figurait bien noir sur blanc le fait qu'on supprimerait les mises à la retraite d'office ou les limites d'âge. D'accord. On va parler maintenant du chômage partiel. On a évoqué de manière générale avec Jean-Louis Gombaud tout à l'heure, avec Arlette Laguillet, avec Sabine Cordès. C'est vrai que ce qui est assez choquant pour l'opinion publique, c'est que les entreprises, Arlette Laguillet le soulignait tout à l'heure, font des bénéfices énormes. Je parle de Renault par exemple, et ensuite font des débrayages, chômage technique, chômage partiel. Et là, ce sont les salariés qui doivent compenser. Est-ce que c'est normal ? Une chose est certaine aujourd'hui, vous connaissez la réalité du monde économique. Nous, ce que nous devons faire, notre rôle, c'est de pouvoir faire en sorte déjà que les entreprises aient accès au crédit et au financement pour qu'elles puissent poursuivre leur activité. Et le risque existait à un moment donné. C'est pour ça qu'il a fallu ce plan massif pour les banques. Ensuite, il faut permettre aussi au maximum, en fonction de nos possibilités, et c'est ce qu'on fait au maximum, c'est de donner justement des moyens pour investir, pour se tourner vers l'avenir. Regardez l'automobile. Quand le président de la République annonce le plan sur la voiture décarbonée, c'est des emplois d'aujourd'hui, mais c'est aussi les emplois de demain et d'après-demain. Et ensuite, il y a aussi un aspect social. C'est que si à un moment donné, les difficultés économiques sont telles, eh bien nous préférons justement qu'il y ait cette possibilité d'un chômage partiel qui laisse le salarié dans l'entreprise, plutôt qu'il se retrouve comme demandeur d'emploi. Mais ce salarié, il voit des milliards passer, qui pour les banques, qui pour ces entreprises d'automobile. C'est pas facile à comprendre, ça. Oui, enfin, quand on a aussi démagogie de l'extrême gauche, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre. La réalité, vous le savez bien, c'est que on peut avoir des difficultés passagères. L'important, c'est que le personnel, le capital humain ne soit pas la variable d'ajustement. Voilà pourquoi il y a aussi des solutions qui sont des solutions transitoires, comme le chômage partiel, pour que le salarié reste quand même avec ce lien dans l'entreprise, plutôt qu'il se retrouve demandeur d'emploi. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que l'État participe à ce financement du chômage partiel. Les prochaines élections prud'homales ont lieu le 3 décembre prochain. Je crois qu'il y a 20 millions de personnes qui doivent aller voter. Et en fait, il n'y a pas du tout ce nombre-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les motiver, pour leur expliquer que c'est important pour eux? Tout d'abord, merci d'en parler. Parce qu'il est vrai aussi que chacun peut faire preuve de pédagogie en la matière, d'expliquer qu'elles ont bien lieu le 3 décembre. Qu'elles sont très importantes parce que dans les relations individuelles du travail, quand il y a un problème, une difficulté, les prud'hommes ne sont pas un tribunal comme les autres. Ça n'est pas une juridiction comme les autres, parce que ce sont des professionnels, à moitié des représentants des salariés, à moitié des représentants des demandeurs d'emploi. Et en plus, ce sont donc des vrais professionnels qui connaissent bien les sujets du monde du travail. Maintenant, l'enjeu est simple. En 82, 2 salariés sur 3 votaient. En 2002, 1 salarié sur 3 votait seulement. Et quand vous demandez aux Français ce qu'ils pensent des prud'homales, ils vous disent, grosso modo, allez, 2 sur 3 vous disent c'est important. Et quand on leur demande d'aller voter, 1 sur 3 seulement se déplace. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une belle mobilisation pour montrer justement que ça compte et aussi pour dire aux salariés, votre voix comptera si un jour vous avez un problème et si ce n'est pas pour vous, pensez aux autres. En quoi cela intervient, les élections prud'homales, dans le dialogue social que vous essayez de défendre ? Pour les partenaires sociaux, ça leur permet de mesurer en quelque sorte leur audience les uns par rapport aux autres. C'est ce qui fait qu'il y aura davantage de conseillers prud'homaux issus de telle ou telle organisation. Mais il est vrai que la représentativité telle qu'elle a été définie dans la loi du mois d'août se fixe plutôt dans les entreprises. Parce qu'on pense justement que c'est l'élection dans l'entreprise qui doit fonder la représentativité. Ceci étant, les prud'homales, ça compte vraiment beaucoup.
On va parler politique aussi. Ce soir, Ségolène Royal s'est exprimée, même si tout le monde n'a pas tout à fait compris quelle était sa stratégie. On va en parler dans un instant avec différents analystes. Mais le PS va choisir son premier secrétaire très bientôt. Qu'est-ce qui est mieux pour le gouvernement, pour la France en général? C'est d'avoir un parti socialiste un peu dans la panade, comme on le voit depuis 1 an et demi ou 2, ou est-ce que c'est un parti socialiste dirigé par un homme fort ou une femme forte à l'intérieur de l'appareil? Écoutez, pour la deuxième solution, franchement, le Parti socialiste n'en prend pas vraiment le chemin. Et je crois que pour nous, à l'UMP, le Parti socialiste, c'est vraiment l'exemple à ne pas imiter. Les querelles de personnes à fond et en permanence, le débat d'idées, jamais. Et là, je crois vraiment qu'ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer dans le monde. Un monde qui change, une France qui change, le besoin d'idées nouvelles et de solutions nouvelles, et eux en permanence, dans l'intervention de ce soir de Ségolène Royal, c'est qui sera le chef? Pourquoi faire? On ne sait pas. Et ça, je pense que le spectacle qui est donné de la politique est vraiment l'un des pires qui soit. Et quand je regarde ça... Il y a des jeunes quand même à l'intérieur du Parti socialiste. Qui disent quoi? Dans quelle écurie ils veulent être? Pas sur quelles idées ils veulent se présenter, pas quelles idées ils veulent proposer aux Français. Et je crois que c'est ça le vrai drame, c'est qu'ils n'ont pas compris justement que la politique devait changer parce que les attentes des Français avaient changé. Quelles sont les valeurs aujourd'hui qui sont les leurs? Silence radio. Et ça, je pense que vraiment, pour nous, c'est à méditer, de voir aussi, c'est vrai, que pour la droite et pour le centre, la question du leadership est tranchée depuis longtemps et pour longtemps, parce qu'il y a un lien très fort entre le président de la République et sa famille politique, et on en est très fiers. Mais pour eux, même sans parler de la question du leadership, c'est sur les idées qu'ils ne sont pas clairs. Le Parti socialiste, en ce moment, c'est de la confusion. Les Français veulent de la clarté. Oui, enfin il va y en avoir forcément, puisqu'il va y avoir très bientôt un premier secrétaire. Est-ce qu'il y a un personnage, à votre avis, qui serait un bon challenger pour l'UMP, qui en a besoin? L'UMP ne peut pas exister s'il n'y a pas d'opposants. Je ne suis pas au Parti socialiste, donc je ne peux pas choisir. Et on ne peut pas savoir qui va être. Pour choisir, il faudrait que des idées soient proposées. Aucune idée n'est proposée. Alors on va parler de ce livre qui est sorti, qui sort et qui est une bibliographie non autorisée, s'appelle Le Chouchou, le fabuleux destin de Xavier Bertrand. Vous n'avez pas reçu les auteurs, pourquoi? Ni le livre, ni les auteurs. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas lu ce livre ou que vous n'en avez pas entendu parler. Je vais vous dire une chose. J'ai lu un hebdomadaire, Marianne, je vais lui faire de la publicité, qui avait publié 2 pages. J'ai lu ces 2 pages, 7 erreurs. Ça m'a suffi. D'accord. Mais au départ, quand vous avez refusé de voir les auteurs, vous ne pouvez pas savoir qu'il y aurait peut-être, ce que vous dites, des erreurs. Vous savez, moi, d'une part, je n'étais pas demandeur. 2, d'après ce que j'en sais, d'après les 2 pages que j'ai pu lire, je ne sais pas trop de qui je suis le chouchou. Mais je ne suis pas le chouchou des auteurs, visiblement. Oui, mais vous êtes par ailleurs... Vous l'avez lu, vous, donc? Vous êtes par ailleurs... Vous l'avez lu, vous? Oui, moi, j'en ai lu un bon passage, pas mal de pages, puisqu'on l'a eu qu'aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai qu'on a un peu le sentiment que vous êtes je ne sais pas si on peut dire le chouchou du président de la République, mais en tout cas, vous êtes proche de Nicolas Sarkozy. À quoi est-ce dû? Écoutez, moi je me pose pas toutes ces questions existentielles. Non mais il l'a prouvé lorsque le différend qu'il y a eu sur les 35 heures avec Patrick Devedjian par exemple, il vous a départagé. Nicolas Sarkozy, il a dit, celui qui a raison c'est Xavier Bertrand comme d'habitude. Ne faisons pas des questions de personnes de ce qui n'est qu'un débat et une question d'idées. C'est là toute la différence. Dans ce que je vous disais sur le Parti socialiste, il se trompe en étant focalisé sur les personnes. Et je pense que nous sommes au contraire sur les idées. Vous parlez justement de cette question des 35 heures. C'était tout simplement un débat qu'il y avait pour savoir si on devait garder une durée légale en France. La réponse était oui. Je l'avais dit, je suis ministre du Travail. Le sujet est juste clos avec ça. Juste clos avec cela. Non, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est vrai, j'étais porte-parole de Nicolas Sarkozy, et que nous avons vraiment à cœur de ne pas nous tromper. L'enjeu, c'est est-ce que nous sommes fidèles au projet présenté par le président devant les Français, voulu par les Français. Et il n'y a que ça qui compte. Tout le reste, franchement, c'est un peu dérisoire. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est quand même pas mal d'avoir une biographie. C'est chic, à 43 ans, une biographie non autorisée, c'est quand même la grande classe. Franchement, non, j'étais pas demandeur. Je sais. Mais bon, c'est ainsi. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. Merci beaucoup. On va parler du PS maintenant avec beaucoup de journalistes. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ce soir et ce qui va se passer dans les jours qui viennent avec le congrès qui se passe à Reims ce week-end.
Le suspense est à son paroxysme ce soir dans la course engagée au Parti Socialiste et même si elle en a envie, Ségolène Royal reste floue dans ses intentions de conquérir le parti de François Hollande. À la veille de l'ouverture du congrès de Reims, les jeux restent grands ouverts autour de Pierre Sled. Michel Soudet, il est rédacteur en chef de Politis, David Revaud-Dallon, journaliste à Libération, et notre chroniqueur, Denis Jambard. Bonsoir messieurs. C'est vrai que j'en ai envie, c'est ce qu'a dit Ségolène Royal ce soir. Est-ce que, vous allez peut-être nous aider, est-ce que vous avez bien compris le fond de la pensée de Ségolène Royal? Est-ce que vous avez tout compris exactement quelle était sa stratégie? Qui veut commencer? Alors, je pense qu'il fallait vraiment être un subtil solférinologue pour décrypter les dits et les non-dits. D'ailleurs, il y en avait plus que de dits dans ce qu'a affirmé Ségolène Royal ce soir. Alors, première chose, elle en a envie, elle l'a dit, je crois que c'est vrai. Elle considère qu'elle a la légitimité du fait de ses 29% et de ses 4 points d'avance. Après, ça se discute, ses adversaires, évidemment, vont vous expliquer le contraire. Et sur l'essentiel, c'est-à-dire sa candidature ou non, finalement, va-t-elle sortir du frigidaire? Là, il y a quand même une grosse interrogation et on se demande si la chaîne du froid, finalement, va être rompue un jour. Parce que... Non, je n'avais pas pensé à celle-là. Mais parce que... La chaîne du froid. Parce que là, on a quand même jusqu'à dimanche matin un scénario de suspense qu'elle entretient. Elle essaye de... on va dire, de pousser le bouchon au maximum en termes de calendrier pour ne pas se déclarer et de voir ce qui va se passer dans les camps, chez les adversaires. Voilà, c'est une première approche. Vous savez, on a l'impression d'une partie d'échecs. On avance un pion et puis on voit ce que font les autres et ensuite on réagit. Michel Soudet, Michel Sapin dit, de toute façon, il y a que deux possibilités. Soit elle y va personnellement, soit elle n'y va pas, elle laisse quelqu'un d'autre pour son camp. Michel Sapin dit, ce serait une candidature d'affrontement si elle y allait elle personnellement. Est-ce que vous êtes d'accord que ce serait, on va dire, provocateur, qu'il y a des solutions peut-être plus fines à élaborer? Elle cristallise énormément d'opposition et là, ce qu'elle a sans doute mesuré, c'est que ces 29% ne lui donnent pas une majorité. Elle ne peut même pas espérer débaucher dans les différentes motions concurrentes. Elle a essayé. D'ici, elle ne peut pas. Ça ne fonctionnerait pas quand on connaît les règles de ce parti, parce que si chaque motion a un certain nombre de représentants au Conseil national et au Bureau national, c'est au dernier moment, après la commission des résolutions, que chaque chef de motion donne le nom de qui va siéger au Conseil national. Donc s'il y en a qui sont débauchés avant, c'est-à-dire avant dimanche matin, ils peuvent toujours les barrer, et ce qui lui supprimerait la majorité qu'elle penserait avoir obtenue. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, non, on a bien compris. Denis Jambard, alors quelle est la bonne stratégie? S'il y en a une pour Ségolène Royal, est-ce que c'est franchement d'y aller elle-même avec ce dont parlait Michel Soudet, c'est-à-dire cristalliser des rancœurs, des oppositions, le fait qu'elle ait 29%, mais qu'elle n'ait aussi que 29%, ou de mettre ce qu'on a appelé un second couteau comme premier secrétaire, mais c'est un petit peu ça, une tierce personne à sa place? D'abord, il faut toujours se méfier de Ségolène Royal. Moi, je me souviens qu'il y a pas très longtemps, il y a quelques jours encore, on l'a donnée perdante dans la première consultation. Elle est arrivée en tête et elle a surpris tout le monde. Et elle a un très grand sens tactique et une très grande habileté. Qu'est-ce qu'elle constate aujourd'hui? En effet, que ses rivaux ne se déclarent pas. Donc elle fait un premier pas pour dire son envie. Et réellement, je crois qu'elle en a envie. Elle a réellement envie d'être premier secrétaire du Parti Socialiste. J'ai parlé avec elle lundi. Simplement, elle essaie de vérifier, en poussant comme ça un peu les feux, la possibilité de le faire. Le fait qu'elle n'aille pas aussi très loin aujourd'hui, c'est que elle n'a pas réussi dans ses conversations avec Bertrand Delanoë et Martine Aubry à débloquer la situation. Néanmoins, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Dans les autres camps, c'est assez divisé. Il y a des gens qui veulent, en effet, aller avec Ségolène et d'autres pas. Donc, elle essaie, à mon avis, de brouiller le jeu, d'essayer de déstabiliser les adversaires, de cristalliser des appuis. Est-ce qu'on ne s'oriente pas, David, est-ce qu'on ne s'oriente pas de la part des autres, et notamment des deux principales motions, celle d'Aubry et de Delanoë, vers une candidature, un nom commun un front anti-royal. Voilà, un front anti-royal qui ne sera pas forcément avec le nom d'Aubry ou celui de Delanoë, mais une tierce personne
et on verrait qui à ce moment-là? Alors ce scénario du tout sauf Ségolène, il est un petit peu évident, il est logique politiquement, mais il y a quand même plusieurs arguments qui plaident dans sa défaveur. Et le premier argument, c'est que il y a quand même eu un vote des militants, il y a quand même une motion arrivée en tête avec 4%, c'est pas énorme, mais c'est quand même relativement conséquent vu le mouchoir de poche dans lequel les quatre équipes sont arrivées, et ça va être compliqué d'expliquer aux militants que finalement on ne respecte pas leur choix. La règle qu'avait énoncé François Hollande d'ailleurs. Je pense que ce qui s'oppose le plus à un tout sauf Ségolène, c'est que entre les trois motions qui font 70%, qui pourraient constituer ce front, il n'y a pas d'orientation politique commune, alors que les orientations politiques sont beaucoup plus évidentes entre la motion Ségolène Royal et la motion Bertrand Delanoë, voire même la motion Martine Aubry, sur les sujets essentiels, ceux qui concernent les Français, les réponses à apporter à la crise, comment se comporter par rapport à l'Europe ou autre. Tous les détails qui font les différences ne concernent que la vie interne du parti. Oui, il y a quand même une stratégie d'orientation qui est quand même foncièrement l'orientation qui a gagné. D'ailleurs, on lui a posé la question l'orientation qui a gagné dans le vote des militants la semaine dernière, c'est quand même l'orientation qui est celle de la social-démocratie européenne dans ses grandes lignes. C'est celle qui a d'ailleurs conduit à tous les échecs. C'est cette orientation. Ce soir, lorsqu'on lui a posé la question sur est-ce que vous allez faire alliance avec le MoDem, bon, elle a dit très habilement. C'est pas une question d'actualité. Bien sûr que c'est une question d'actualité parce que elle est tellement d'actualité que c'est peut-être là-dessus que tout va se jouer. Là encore, je crois qu'il y a tout est tactique dans cette question du rapport au MoDem. Il y a quand même un fait avéré qui est que Royal a, à chaque entre-deux tours de la présidentielle, des législatives, des municipales, appelé à des accords avec le MoDem. Or, elle n'a jamais appelé à un renversement d'alliance, c'est-à-dire à un abandon de l'alliance du PS avec ses partenaires de gauche, troqué contre une alliance avec les centristes. Et ça, c'est quelque chose qui a été effectivement exploité tactiquement, c'est de bonne guerre politique, par ses adversaires qui expliquent que au Royal, c'est le renversement des alliances, etc. Non, elle n'a pas tout à fait exprimé ça. Et d'ailleurs, dans sa motion, elle s'est montrée tout à fait prudente puisqu'elle ne cite même pas le nom du MoDem pour qualifier cette stratégie d'alliance. Non, mais moi, je partage tout à fait votre point de vue, et en disant ce que vous dites, vous montrez son habileté. Néanmoins, c'est quelqu'un qui veut ouvrir en grand les portes et les fenêtres du Parti socialiste. Sur la stratégie d'alliance, même si elle est prudente aujourd'hui, et elle a raison, enfin, il y a un certain nombre qui ont fait des alliances avec le MoDem, et pas des moindres aux dernières élections municipales. À commencer par Martine Aubry. Ils sont plus là. Ils sont plus là pour en parler, à commencer par Martine Aubry. Donc, qui est sans doute dans un léger embarras sur cette question-là. Elle veut modifier l'approche social-démocrate du parti. Elle l'a dit, la social-démocratie, c'est périmé. C'est pas rien quand même par rapport aux autres motions. Pardon. La troisième chose, c'est qu'elle veut passer d'un parti de militants, tel qu'on le voit aujourd'hui, qui est dans une impasse d'ailleurs, à un parti de partisans, disons, ouvert, beaucoup plus haut, voire de supporters, disent ses adversaires. C'est pas rien comme transformation, et c'est quand même de vraies ruptures par rapport à ce qui est proposé dans les autres motions. Non, pas. On peut trouver ça sous-jacent. Je pense que, d'ailleurs, sur la question du MoDem, elle n'a rien lâché ce soir. Elle maintient ça. Elle dit c'est pas d'actualité, mais elle maintient la perspective. Elle maintient la perspective. À partir du moment où elle maintient la perspective, ça veut dire que la politique qu'elle aura envie de conduire, c'est une politique qui permettra éventuellement cette alliance. Donc, c'est une politique de centre-gauche. C'est exactement ce qu'on a compris ce soir. Ensuite, transformation, il y a aussi sa transformation à elle, parce que jusqu'ici, Ségolène Royal, qu'est-ce qu'elle tenait comme discours par rapport au parti? C'était en gros, le parti me doit tout, je ne dois rien au parti. Là, ce soir, elle dit, un premier secrétaire, c'est quelqu'un qui doit se mettre au service du parti. Ça serait une première pour Ségolène Royal. Oui, jusqu'ici, c'était pas le cas. C'est la palissade, c'est évident. Si elle était secrétaire du Parti Socialiste, il faut bien qu'elle serve le parti. Alors ensuite, il y a... le parti lui a pas fait beaucoup de cadeaux pendant la campagne présidentielle. Il faut aussi qu'elle prenne un peu de temps pour changer de personnage. Parce que quand on était dans la période des motions, elle n'était pas la première signataire de sa motion. Elle ne l'a présentée nulle part, dans aucune fédération, dans aucune section. Elle était en dehors. Et à tel point que ses alliés de la ligne claire, quand ils étaient dans leur fédération, disaient aux militants, ce n'est pas la motion de Ségolène Royal, c'est la motion de Jean-Noël Guérini, c'est la motion de Gérard Collomb, et c'est Ségolène Royal qui nous a rejoints. Donc là, quelque part, il y a une
petite entourloupe qu'il faudra faire passer auprès des militants aussi quand on dit en avoir le respect. Que font les autres pendant ce temps-là? Je parle du clan Aubry et du clan Delanoë. Eh ben, ils essayent de se mettre d'accord. Et après avoir fait un petit peu le tour aujourd'hui de ce qui se disait et des mouvements possibles, il apparaît que on se met pas d'accord parce que du côté d'Aubry, on avance le nom de Barthelone et ça convient pas bien sûr au clan Delanoë qui annonce plutôt la mise en avant d'Arlène Désir de façon assez surprenante, mais ça va pas non plus. Est-ce que l'homme finalement qui pourrait être et qui était donné et battu je ne sais pas combien de fois, qui était revenu, qui s'est approché, qui est reparti, mais l'homme de la situation, ça ne pourrait pas être justement Pierre Moscovici? Alors déjà, pour que ce soit Pierre Moscovici, il faudrait qu'il y ait un deal, un joint-venture politique entre Aubry et Delanoë. C'est la condition. C'est là-dessus qu'ils sont en train de travailler. Et c'est ce qui est quand même très compliqué. Pourquoi? Et la première raison, hormis celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que chez Delanoë, on est très énervé, très déprimé par cette défaite, et on considère que le principal responsable de cette défaite, c'est Martine Aubry, puisque c'est elle qui devait se ranger derrière Delanoë. Et chez Martine Aubry, on considère que c'est Moscovici. Voilà, et chez Martine Aubry, Moscovici. Donc déjà, là, il y a une première complication, et en plus, sur le choix du casting, Pierre Moscovici, qui était quand même censé arriver, qui s'est vu proposer le poste de premier signataire sur la motion royale, là, il a un petit peu quand même joué le mauvais cheval, si j'ose dire. Il y a quand même quelque chose qui est important dans ce que dit Ségolène Royal ce soir. Certes, notre ami parle d'entourloupe. Une fois de plus, Ségolène Royal est insaisissable. François Hollande, qui s'y connaît en matière de tactique, le dit lui-même, la meilleure c'est Ségolène, elle est imprévisible. Et ce soir, elle l'a une fois de plus démontré. Et l'argument essentiel finalement dans ce qu'elle avance ce soir, c'est le vote des militants qui aura lieu le 20 novembre. Il y a quand même un deuxième tour dans ce congrès, et certes, il n'y aura pas forcément de débauchage, pas forcément de majorité, c'est compliqué effectivement avec 29%, mais il y a quand même ce qu'elle espère être un plébiscite. Il y aura un vote militant. quelques jours plus tard, mais un vote en 2 tours en plus. Pour l'instant, en un tour. En un tour, mais peut-être en 2 tours. Ça dépend du nombre de candidats. Voilà. Non, mais il y a aussi la volonté à s'exposer. Moi, je trouve qu'elle est très habile, et je ne cesse de dire qu'elle est la meilleure élève de François Mitterrand. En avançant comme ça et en s'appuyant sur on dit 29%, mais c'est quand même plutôt proche de 30% que de 29%. Elle a passé la barre des 29%. Elle se met aussi en position d'être en permanence la victime. C'est elle a ce talent-là, qui ressemble d'ailleurs à celui qu'avait Nicolas Sarkozy dans sa conquête de l'UMP et après dans la conquête de la présidentielle. Elle organise toujours le débat autour d'elle. Ce qui fait qu'elle est toujours force de proposition. C'est autour de ces thèmes, et même si on les trouve secondaires ou dérisoires, c'est encore elle qui a l'initiative. Elle a toujours l'initiative. Donc le débat s'organise toujours autour de ces propositions. Et dès lors qu'on l'attaque, elle apparaît comme une victime, alors qu'elle a gagné cette nouvelle primaire du Parti socialiste. Donc elle mène son affaire, moi je trouve, avec une très grande habileté. Après, il y a une chose, il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans cette bataille-là, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de tout le monde? La présidentielle de 2012. Et tout le monde sait que si Ségolène Royal devient premier secrétaire du Parti socialiste, c'est terminé. C'est plié pour les autres. Et les deux autres, qu'est-ce qu'ils ont en tête aussi? La présidentielle de 2012. Et pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? Parce que personne ne veut lâcher le morceau. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut boucler, parce que là on est en pleine tractation d'un côté et de l'autre, est-ce qu'à votre avis, s'il y a accord, est-ce qu'il doit se boucler avant ce week-end? Est-ce que c'est vraiment en ce moment, demain, après-demain, que tout doit se jouer? Parce qu'après ce sera un petit peu tard. En général, ça se fait dans la nuit de samedi du Congrès. Voilà, et là, les plus grands, les meilleurs spécialistes, les vieux routiers du parti expliquent quand même que globalement, si accord il y a, si solution il y a, elle se fera dimanche matin à l'issue de la fameuse nuit des résolutions qui voit les équipes négocier. 4-5 heures en général. C'est juste une question d'image pour l'extérieur, parce que dans la dramaturgie d'un congrès, il y a une première phase de contribution où on pose les termes du débat, une deuxième phase où on débat, où on se déchire, et ensuite, une fois passé le vote, normalement, le lieu du congrès, c'est le lieu de la réconciliation, où on montre à l'extérieur l'image d'un parti réconcilié qui fait des propositions aux Français. Donc c'est ça qui, dans la dramaturgie classique, devrait se passer. Donc dans ce cadre-là, il y a intérêt à ce qu'il y ait un accord avant. Mais là, on voit mal comment il n'interviendra pas au dernier moment s'il intervient. Comment expliquez-vous les difficultés de Delanoë? Pas dans le vote, effectivement, il a été battu assez nettement par Ségolène Royal, mais depuis, on dirait que dans son camp, il y en a qui commencent à le lâcher. Bon, Jospin déjà n'est pas allé voter. Ensuite, c'est vrai que du côté de Moscovici, ça tangue un peu. Du côté de Hollande,
pas loin aussi. Il n'a pas fait un bon résultat à Paris non plus, ce qui pour lui-même est très mauvais résultat à Paris, effectivement. Ce qui pour lui-même est une très mauvaise nouvelle. Et d'ailleurs, de manière très surprenante, il a remis en cause immédiatement sa propre politique. Ce qui veut dire quand même qu'il a été totalement déstabilisé par ce qui s'est passé, la semaine dernière. Je crois qu'il y a eu un gros coup sur la nuque du côté de l'équipe de Lanoé, qui était quand même, comme toutes les autres motions, finalement un conglomérat entre les amis de François Hollande, les amis de Bertrand Delanoë, les amis de Pierre Moscovici et les rocardiens. Bon, ce système de conglomérat, on le retrouve à peu près partout, mais il se trouve que là, ils ont nettement perdu dans la mesure où Delanoë avait annoncé quelques semaines avant le vote 40%, ils se retrouvent à 25%. Là, c'est très compliqué. Donc forcément, vous avez du tirage, vous avez des rocardiens, des Hollandais, des amis de Pierre Moscovici qui peuvent être tentés d'aller aller se vendre ailleurs, tout simplement, ou d'aller constituer une majorité avec du côté de Ségolène. Alors vous dites, oui, ça va s'arranger, de toute façon c'est toujours comme ça lors des congrès du PS. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un état de tension palpable? Moi je disais dans la presse que dans les Hautes-Alpes par exemple, on a été venu quasiment aux mains entre militants. Est-ce que le PS actuellement, chez ses militants, il n'est pas profondément miné et c'est pas utopique de se dire, tout le monde va se taper sur l'épaule une fois qu'on va se mettre d'accord? Ça s'arrange pas toujours d'abord. Je rappelle le congrès de Rennes où ça s'était pas arrangé du tout. Ça peut se terminer en pugilat entre guillemets. Ils n'en viendront pas aux mains, mais enfin ça peut très mal se terminer, c'est-à-dire par une nuit des résolutions qui se finit par un désaccord général et après une suite assez imprévisible qui en tout cas affaiblira sérieusement le parti. Alors je sais pas après dans le déroulé comment ça se présente. Si Ségolène Royal y va, moi à mon avis elle le remportera devant les militants parce que il y aura une logique d'opinion qui va se mettre en route, la même d'ailleurs qui lui avait fait gagner les primaires. Il me semble que devant les militants elle est imbattable, oui. Michel Soudé. Je pense aussi que ce qu'elle recherche, c'est directement le suffrage des militants, le suffrage majoritaire. Et j'observe que dans le document de travail qu'elle a distribué mardi, il y avait un certain nombre de propositions pour la rénovation du Parti socialiste. Et quand elle dit décentralisation des responsabilités dans les fédérations, ce qu'il faut voir derrière, c'est une profonde transformation du parti. C'est qu'elle compte s'appuyer sur les premiers fédéraux qui, eux aussi, sont élus au scrutin majoritaire. C'est-à-dire que Ségolène Royal a envie d'enterrer la vieille règle du Parti socialiste depuis 1905, qui est la proportionnelle, qui avait toujours fait la spécificité du Parti socialiste français, à tel point que Léon Blum l'avait défendu au congrès de Tours contre ceux qui voulaient adhérer à la troisième internationale. Et c'est là on vit une transformation. Quand on dit le vieux parti est en train de prendre une claque, etc., c'est aussi ça qui se joue. La même transformation que celle qui avait permis à Tony Blair de faire le New Labour contre le Old Labour. Et ça avait commencé avec des adhésions à 10 livres par téléphone, exactement le même phénomène qu'on a eu au sein du Parti socialiste. Sur la consultation de la semaine dernière, c'est-à-dire que ça atomise les forces et ça ne dégage pas une majorité. Mais je sais que vous n'aimez pas la proportionnelle. Mais non, je ne suis pas. Est-ce que vous pensez, dernière question, parce que je pense qu'en politique il faut aussi de l'efficacité et on voit bien ce que ça donne aujourd'hui à l'intérieur du Parti socialiste. Ça n'a jamais été une tradition de la gauche. Rapidement, le système majoritaire est pas David, parce que ils vont discuter toute la soirée ensemble tous les deux. David, je vous fais rebondir juste pour terminer sur une remarque du Figaro.fr qui dit c'est pas possible que le PS ne fractionne pas, n'explose pas à l'issue de ce congrès. Il y a un risque. Il y a quand même, à côté de la somme des intérêts particuliers, il y a un intérêt général qui est quand même, pour chacun des candidats, des compétiteurs, et qui est le maintien de ce parti en tant qu'organisation, puisque c'est quand même une belle entreprise politique, une belle machine électorale, qui certes perd à répétition les élections présidentielles et législatives, mais qui gagne toutes les élections locales et qui donc fournit des postes, nombre de mandats électifs à ses membres. Donc il y a quand même un intérêt, je crois, à part le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui vient de quitter le Parti socialiste avec fracas, mais je crois qu'il y a quand même un intérêt à ce que chacun et chacune reste dans l'organisation, même si après il peut y avoir des stratégies de contournement, des stratégies d'extérieur en fonction de ce que sera le résultat de dimanche. Il y a effectivement un intérêt notable, mais le cas de Jean-Luc Mélenchon est quand même symptomatique de ce qui risque de se passer, parce que pour le moment c'est quelques milliers de personnes, ça en sera sans doute beaucoup plus au lendemain du congrès de Reims. Il faut voir si les socialistes ont vraiment envie en majorité de le suivre. Je vous coupe parce que maintenant je voudrais parler de cirque. J'ai deux spécialistes du cirque, on n'est plus dans la politique bien sûr, qui vont nous dire quel est le cirque moderne aujourd'hui, contemporain. Merci beaucoup. Bientôt les fêtes et déjà les enfants s'émerveillent aux prouesses des jongleurs, acrobates et clowns. Les cirques sont de retour dans nos villes. Les cirques du nouveau millénaire, dans le rôle de Monsieur Loyal, Pierre Sled reçoit
Jean-François Marguerin, il préside le Centre national des arts du cirque, et Pascal Jacob, il est lui historien du cirque. Voilà, bonsoir à tous les deux. Pascal Jacob, je vois 2 livres que vous avez écrits sur le cirque. On va les montrer, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir un peu ce que devient le cirque, parce que vous représentez les arts du cirque, l'autre le cirque demain. Finalement, il y a combien de cirques on a du mal à s'y retrouver? Combien de sortes de cirques? C'est moi? Il n'y a qu'un seul cirque. Il n'y a qu'un seul cirque avec un certain nombre de spécificités et voilà. Après, ce sont des questions esthétiques, des questions de choix aussi, d'orientation, de politique culturelle. Mais je pense qu'il y a un cirque qui se laisse apprécier. Oui, alors j'ai lu qu'il y avait 3 écoles majeures francophones, dont celle où vous enseignez, vous êtes directeur général. Donc il y a le CNAC, et il y a aussi également à Montréal et à Bruxelles. Quelle est la spécificité justement de ces écoles francophones, on va dire, de ce cirque francophone? Alors dans la grande famille dont vient de parler Pascal, il y a une spécificité franco-française qui est ce qu'on a appelé nouveau cirque. Alors j'ai essayé de le définir, c'est un cirque qui, comme le théâtre, comme la chorégraphie, comme d'autres champs artistiques contemporains, s'inscrit dans la création contemporaine, donc beaucoup plus tourné vers la recherche, l'ouverture, la création de formes nouvelles et pas centré principalement sur la perpétuation d'un patrimoine. C'est un cirque qui s'écarte de la construction classique du spectacle de cirque, c'est-à-dire l'enchaînement des numéros les uns après les autres, ponctués d'entresorts. C'est un spectacle qui, à partir de la base circassienne, du vocabulaire circassienne, comme l'art dramatique, comme la chorégraphie, a la prétention de dire au monde quelque chose sur le monde. Chaque artiste du cirque contemporain, ceux qui sortent de notre école, participe d'un spectacle qui est collectif. Il voit le spectacle dans son entité, pas seulement avec leur numéro. Exactement. Un critique disait un jour que dans le cirque traditionnel, l'artiste qui entre en piste et qui exécute son numéro naît et meurt sur la piste d'une certaine manière. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Là, comme le comédien, comme le danseur du chorégraphe, l'artiste participe effectivement d'une globalité, d'une totalité. C'est pas un hasard si d'ailleurs il a été pendant 10 ans à 2 pas d'ici. C'est un grand metteur en scène de théâtre qui signe cette année le spectacle de sortie du Centre national des arts du cirque, à savoir Jo Lavaudan, qui a dirigé pendant 10 ans le théâtre d'Odéon. Alors pour les spectateurs, ceux qui viennent dans les cirques, il y a quand même une différence notoire, enfin qu'on a tous vu évoluer, c'est qu'il y a de moins en moins d'animaux, de numéros d'animaux par rapport à lorsqu'on était nous petits. Alors ça s'explique vraisemblablement par le poids des associations de défense des animaux, etc. Mais est-ce que ça explique tout? Non, je crois pas. Moi, je crois foncièrement que les animaux tuent l'imaginaire. C'est-à-dire que on est dans une logique aujourd'hui de développement d'un autre cirque, d'un cirque qui effectivement questionne le monde et je ne crois pas que l'on ait besoin de faire sauter des tigres dans un cerceau pour questionner le monde aujourd'hui. Oui, mais le cirque, c'était pas un petit peu ça pour tous les villages et les villes où les cirques ambulants passaient et c'était l'occasion pour eux, parce qu'il n'y avait pas un zoo aux alentours, et de voir de leurs yeux des lions, des panthères, des éléphants. Oui, enfin cela dit, il y a quand même un mot-clé dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous avez parlé de village. Or, les cirques qui avaient des animaux en grand nombre fréquentaient plutôt les grandes villes. Oui. Donc la question n'est pas véritablement posée de cette manière-là. Et je crois qu'on est on est davantage dans une logique d'éthique, de reconquête finalement du droit de l'animal d'exister par lui-même et pas d'être soumis sur une piste. Et je crois que le cirque contemporain a énormément de choses à dire, à montrer, à installer dans l'imaginaire du spectateur sans pour autant passer par un éléphant. Donc le cirque moderne, c'est de l'imaginaire. Est-ce que Patrick Sébastien, dans son émission, fait du bien au monde du cirque?
Il fait incontestablement une promotion pour certaines formes circassiennes, c'est-à-dire des numéros contemporains. Il aide beaucoup au renouveau du cabaret. C'est pas pour rien que son émission s'appelle comme elle s'appelle. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous souleviez tout à l'heure, c'est-à-dire cette imagerie très juste du cirque et du village. Il faut bien comprendre que cirque contemporain ne veut pas dire abandon du chapiteau, abandon d'itinérance, abandon de la visite de territoires qui ne sont pas dotés de grandes institutions culturelles. Au contraire, le cirque contemporain aujourd'hui renouvelle ce cheminement vers des populations qui sont un peu à l'écart des grands centres culturels et donc des grands centres urbains. Et ce que je trouve formidable, et je pense que Pascal le dirait avec moi, c'est que combien de fois j'ai assisté dans des situations comme celle-ci à des spectacles de cirque contemporain, le chapiteau bondé avec des petits-enfants et vous vous dites, mon Dieu, nous sommes face à un malentendu. Ce public est venu voir autre chose que ce qu'il va avoir sous les yeux. C'est exact. Et en même temps, ce public sort ravi. Et donc, il faut bien comprendre que ce cirque contemporain, dont on a du mal, mais vous voyez un certain nombre d'images d'ailleurs qui viennent du Centre national des arts du cirque en incruste derrière nous, il faut bien comprendre qu'il n'a pas rompu avec cette tradition populaire qui caractérise le cirque. Certes, alors là on voit on est aussi sur l'exploit. Effectivement, quand on voit quelqu'un une équilibriste sur une corde, comme on est en train de voir cette image, effectivement là ça a un rapport avec ce qu'on a toujours vu. Néanmoins, et si on voit, moi je me réfère un petit peu à la télévision et à l'émission de Patrick Sébastien parce qu'il y a beaucoup de numéros de cirque, on a l'impression qu'il y a un apport de la technologie qui n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'a apporté, vous parliez tout à l'heure d'imaginaire, la technologie moderne a amené des possibilités incroyables? Alors les premiers à l'avoir expérimenté, ce sont les soviétiques, qui ont motorisé le spectacle, si on employait des moteurs en tous les cas, pour simplifier, pour fluidifier les montages et les enchaînements. Donc c'est déjà une manière d'amener quelque chose du monde extérieur sur la piste. Et aujourd'hui, je crois que tout est possible. Il y a des artistes issus du CNAC, je pense à Jean-Baptiste André notamment, qui travaille avec le multimédia et qui crée des mondes, qui plongent le spectateur dans des univers tout à fait extraordinaires avec quelques écrans et là il y a une présence humaine. Je crois que la ressource même du cirque d'aujourd'hui, c'est ça, c'est cette capacité à pouvoir intégrer des éléments qui pourraient sembler très loin et à malgré tout les rendre accessibles et humains. Quel a été l'apport du Cirque du Soleil où là, c'est vrai, on voit des numéros qui sont complètement différents. Il y a même des moments où on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment du cirque? Le Cirque du Soleil est une très grande aventure, mais il continue à appartenir clairement à l'entertainment américain, c'est-à-dire un divertissement à l'américaine. Et c'est ce de Las Vegas d'ailleurs, ils y sont souvent. Tout à fait. Et nous considérons tous les deux incontestablement qu'il représente une forme de néoclassicisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas rompu avec la forme traditionnelle du spectacle de cirque, les animaux mis à part en effet, et que c'est bien la succession de numéros habillés dans une scénographie commune, mais il n'y a pas cet effet collectif dont je vous parlais tout à l'heure, d'appropriation par l'ensemble des artistes du spectacle. Et en voyant les images défiler là, qui sont encore une fois de nos étudiants au travail, je voudrais vous parler un petit peu de comment on les forme. Oui, moi je voudrais savoir, avant que vous parliez de ça, d'où ils viennent, qui sont les nouveaux artistes, ceux que vous formez, qu'est-ce qui les motive? Dans leur très grande majorité, ce sont des jeunes qui sont allés. Il faut savoir qu'il y a dans ce pays plus de 600 écoles de loisirs, c'est-à-dire comme des parents inscrivent leurs gamins à l'école de musique, à l'école de danse, il y a 600 écoles de cirque et souvent ils ont commencé tout petits dans ces écoles et puis ils ont progressé, ils ont fait des écoles préparatoires et ils se sont destinés progressivement à devenir des artistes de cirque et ils passent le concours d'entrée. Il y a différentes façons de les former parce que chacun a des qualités différentes. J'imagine qu'il n'y a pas une seule façon pour tout le monde. Bien entendu, il y a diverses façons de les former, ne serait-ce que d'une discipline à une autre, les choses sont fondamentalement différentes. Mais pour nous, si vous voulez, ils reçoivent quotidiennement un perfectionnement dans leur discipline technique par des professeurs de cirque, qui viennent pour la grande majorité d'entre eux du sport de haut niveau, voire de très haut niveau. Oui, des gymnastes notamment.
Mais par ailleurs, ils reçoivent une formation en art dramatique, en chorégraphie, une initiation à l'image, une formation musicale. Et ce qui est important de signaler à ce moment, c'est que ce ne sont pas des professeurs de théâtre, ce ne sont pas des professeurs de danse, ce ne sont pas des professeurs de musique qui viennent. Ce sont des metteurs en scène, ce sont des danseurs, ce sont des chorégraphes, ce sont des comédiens, ce sont des plasticiens, ce sont des écrivains, ce sont des compositeurs, ce sont des musiciens-interprètes, ce sont des artistes qui viennent travailler avec eux pour se saisir de leur vocabulaire circassien et l'emmener dans divers univers, dans une pluralité d'esthétiques et de formes, pour qu'ils trouvent leur propre chemin artistique. Pascal Jacob, parlez-nous du Festival mondial du cirque de demain. Donc, c'est du 29 janvier au 1er février 2009. Quel rapport, on le voit sur l'écran, quel rapport ça conserve avec Boublil, Amar, Pinder, Grus, etc. Le festival est né pour aider de jeunes artistes à se montrer et la plupart du temps à démarrer une carrière. Et la manifestation a évolué, elle a été créée en 1977, on va fêter la 30e édition. Et elle se positionne aujourd'hui comme un festival, comme une sorte de moment à la croisée des chemins, à la croisée des esthétiques, à la croisée des expériences aussi. Il y a des étudiants qui sont parfois issus du CNAC, il y a des étudiants qui viennent de Montréal, il y a des étudiants assez nombreux. En fait, ce sont des découvertes successives finalement. Ce sont des artistes qui sont formés dans les écoles de plus en plus. C'est leur premier grand spectacle ? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Pour certains ont déjà quelques années d'expérience derrière eux, mais pour certains, c'est une première fois en public parfois. Et c'est vraiment un moyen de se confronter aussi. La logique de compétition est importante, mais je crois que c'est avant tout un moment extraordinaire de rencontre. Et c'est un festival qui est unique au monde. Vous avez parlé de compétition, ça existe dans le cirque, la compétition ? Non, je ne crois pas. Et justement, je pense que ça, c'est très important par rapport à ce que disait Jean-François Marguerin tout à l'heure. Vous parlez comment sont-ils formés ? Et je crois que la différence fondamentale avec le sport, par exemple, le sport de haut niveau, c'est que dans un centre de formation sportif, vous formez des nageurs, mais qui font la même discipline. Et vous allez essayer de trouver le meilleur parmi les meilleurs. Alors que dans les écoles de cirque, comme le Centre national, on forme des individus. Et il n'y a aucune compétition entre eux. Vous n'allez pas comparer un fil de ferriste avec un acrobate ou avec un jongleur. Ça n'a pas de sens. Donc il est meilleur forcément par rapport à lui-même. Et par rapport aux autres, il n'y a pas cette... Mais ce sont tous des artistes, et souvent des sportifs de très haut niveau. Ah, ce sont des athlètes, de toute façon. Sûr, ce sont des athlètes. Très bien, alors ça c'est sur la pelouse de Reuilly, c'est à partir du 29 janvier et jusqu'au 1er février. Voilà. Donc, et c'est un spectacle, vous découvrez les talents de demain, j'imagine. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Je veux juste rajouter quelque chose, c'est que, et c'est pas du tout concurrentiel, c'est que du 20 janvier au 16 février, le spectacle de la 20e promotion du CNAC sera sous chapiteau. C'est le même principe un petit peu des jeunes. Au parc, sur le parc de la Villette, tout à fait, dans la mise en scène de Georges Lavaudan, dont je parlais tout à l'heure. Très bien. Donc il y aura 2 grands moments de cirque contemporain au mois de janvier prochain. Faut en profiter. Avec les espoirs et ceux qui seront les artistes de demain. Merci beaucoup à tous les deux. Savaïa Roget qui est en train de nous rejoindre avec sous le bras les unes des journaux de demain. Merci bien. Des journaux déjà très concentrés sur le Congrès socialiste de Reims, un congrès à suspense, sous fond de crise. Une manchette, Savaïa Roget vous présente vos quotidiens. Eh oui, j'avais rien. Philosophie et politique à la une de Libération. Qu'est-ce que l'envie, se demande votre quotidien. 60 philosophes adressent des propositions au Parti socialiste au moment où Ségolène Royal dit son envie justement de diriger l'EPS. C'est exactement la question qu'on a posée tout à l'heure au début du débat. Voilà. La crise à la une de la Tribune. L'automobile mondiale appelle les États au secours. Les constructeurs américains demandent 50 milliards de dollars à Washington. En France, Renault réduit de 23% sa production. La crise et ses conséquences sociales à la une de l'Humanité. Les cheminots européens manifestent demain à Paris contre les déréglementations. Et puis à noter également un entretien avec Jean-Luc Mélenchon. Le sénateur de l'Essonne crée un nouveau parti après avoir quitté l'EPS. Et on termine avec Ouest France. Ouest France qui se demande comment les cheminots surveillent les voies. Après un nouvel incident aujourd'hui sur une ligne TER, 2200 agents sont sur le pied de guerre.
Merci beaucoup. On a terminé. On va saluer Philippe de Sonny, réalisateur de cette émission. Pierre-Henri Jargonne qui a beaucoup travaillé aujourd'hui. Xavier Lalu et Marie Billon qui préparaient cette émission. Et je vais vous laisser avec un portrait de sénateur. C'est Philippe Marini, sénateur de l'Oise, que vous allez suivre dans son travail sur place dans son département. Merci beaucoup. À demain. Excellente soirée. Au revoir, Sévérien. Très bonne soirée.